Der Klett-Cotta-Blog ist immer noch auf dem Stand der Buchmesse bei Klett-Cotta. Neben mir sitzt Pierre Lemaitre. Bonjour, Monsieur Lemaitre. Bonjour. Vous venez de Paris. Oui, tout à fait. Vous êtes écrivain. Oui. Vous avez écrit des romans policiers. Tout à fait. Et maintenant, vous avez écrit un livre, Au revoir là-haut, qui paraît chez Klett-Cotta sous le titre Wir sehen uns dort oben. Et c'est votre premier grand roman, n'est-ce pas? Non. Excusez-moi. Non, mais je veux dire, on a un peu tendance à penser que les romans policiers ne sont pas des grands romans, mais moi je considère que c'est un genre noble. Je vous présente toutes mes excuses. Non, mais vous avez bien compris que je le faisais avec plaisir et humour, mais c'est vrai que ça me donne l'occasion de réaffirmer que la littérature policière, depuis Georges Simenon et d'autres, a gagné ses lettres de noblesse et sa légitimité, et que je ne peux pas dire que c'est mon premier grand roman. Je ne dis pas que j'ai écrit de grands romans, mais en tout cas, ce n'est pas mon premier roman important. J'ai écrit d'autres livres, c'est mon premier roman différent en tout cas, vous avez raison. Et vous avez eu le prix Goncourt en janvier dernier. Alors là, c'est la première fois, vous avez tout à fait raison. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez reçu d'autres prix, comme le prix de librairie Nancy Le Point, et le prix littéraire de la ville de Prignol, et le prix du roman de France Télévisions, pour un livre. C'est magnifique. Partie de ces gens qui n'ont pas été très très bons élèves à l'école, et donc adulte, j'ai tous les prix que je n'ai pas eus quand j'étais enfant. Votre roman va bientôt paraître en allemand aux éditions Klett-Cotta. Qu'est-ce qui distingue votre roman du genre roman sur la Première Guerre mondiale? C'est que c'est un roman sur l'après-guerre. En fait, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de regarder la guerre en quelque sorte dans le rétroviseur, de considérer qu'une autre manière de raconter la guerre, c'est de raconter l'après-guerre, et quelque chose qui est assez peu connu, qui sont les quelques années qui vont suivre directement la guerre, et qui sont 3-4 années extrêmement particulières, et qui est celui du retour des soldats. Est-ce qu'on peut vraiment parler qu'il y avait un armistice le 11 novembre? Oui, il y a eu un armistice. L'armistice, elle n'est pas la paix. De fait. Il y a un armistice, mais l'armistice n'est pas la paix. L'armistice, c'est l'arrêt des hostilités. Donc, effectivement, on s'arrête de se battre, mais la paix n'est pas encore signée. Et pendant de nombreux mois, les deux armées, toutes les armées, tous les belligérants, vont rester mobilisés jusqu'à la signature définitive des accords de Versailles. De toute façon, il s'agit bien d'un roman, même si a pour guide la réalité de France en 1918. Oui, c'est-à-dire je fais ce que font beaucoup de romanciers qui s'intéressent à une période reculée. Je mélange des faits réels de l'histoire avec des personnages de fiction. Bon, vous connaissez certainement les romans qui ont été écrits pendant la Première Guerre mondiale, Les témoins oculaires ou Le romancier. Qui peut mieux rendre comment la mort a régné sur le champ de bataille? Je connais beaucoup des romans qui ont été écrits sur la Première Guerre. Dorgelès et d'autres, n'est-ce pas? Oui, Dorgelès, Genevois, Remarque, Céline et tant d'autres, Gabriel Chevalier, etc. Ces romans ont quelque chose de très particulier. C'est que la plupart de ces romans ont été, comme vous le disiez très justement, écrits par des hommes qui ont fait la guerre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles... Qui ont vécu la vie dans les tranchées. Exactement, et donc qui sont devenus ce qu'on appelle en France les écrivains combattants, c'est-à-dire pour montrer qu'il s'agissait vraiment de grands romanciers, mais qui parlaient d'une expérience personnelle. Et très limitée, n'est-ce pas? Oui, et en même temps, le recoupement de l'ensemble de cette littérature donne une vision qui, globalement, est une image assez universelle de la guerre. Ce qui je trouve, moi, très, très impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, vouloir faire un livre sur la Première Guerre mondiale est devenu à peu près impossible, parce que ces gens-là n'ont pas simplement écrit de bons romans, ils ont parfois écrit des chefs-d'œuvre. Alors que voulez-vous faire ? Le texte sur la 4e couverture de votre livre parle de l'illusion de l'armistice. On l'a déjà un tout petit évoqué. Qu'est-ce que cela signifie en fait? L'illusion de l'armistice, c'est cette idée que une guerre ne se termine jamais. Et d'ailleurs, c'est le thème de mon livre. Mes soldats vont quitter une guerre militaire et vont entamer une autre guerre qui est une guerre sociale.
En fait, ils vont passer d'une guerre à l'autre. Le fait que l'armistice est une espèce de no man's land entre deux guerres, ils passent d'un conflit à l'autre, c'est la cruauté de la situation de l'après-guerre qui fait que des gens qui se sont battus pendant 50 mois vont devoir continuer de se battre simplement pour survivre. Le même texte sur la 4e couverture évoque aussi une fresque d'une rare cruauté. Est-ce que c'est un texte publicitaire par votre maison d'édition pour votre livre, ou avez-vous voulu que votre roman rende la cruauté des combats et des souffrances? J'aimerais bien que ça soit vrai, j'aimerais bien que ce ne soit pas seulement publicitaire. C'est publicitaire puisque c'est une 4e de couverture. Mais j'aimerais bien effectivement que cette phrase, qui est une phrase commerciale, pourrait-on dire, recouvre une réalité littéraire. J'aimerais effectivement que ce livre-là donne, non pas de la guerre, mais de l'après-guerre, qui est mon sujet principal, une vision assez âpre et assez noire, effectivement. Devant un client dans une librairie, comment résumeriez-vous en 3 phrases votre livre? Je dirais, 2 jeunes soldats français reviennent de la Première Guerre mondiale très abîmés et ne retrouvent pas de place dans la société dans laquelle ils rentrent, et ils se mettent très en colère. Les rescapés ou les survivants ont dû vivre avec le cauchemar de tout ce qu'ils ont vu sur le front. Traumatisés, on les a laissés seuls. On les a laissés seuls, mais je pense qu'il faut faire attention à la bonne compréhension de ce qui se passe dans l'après-guerre. Si on les abandonne, ce n'est pas qu'on ne veut pas d'eux, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'ils reviennent dans un pays qui est vidé de toutes ses forces. C'est un pays épuisé, un pays ruiné, un pays qui a mis tout son effort, toute son énergie dans une guerre très longue et qui sort de cette guerre laminé, lessivé. Et quand bien même on voudrait s'occuper, on ne pourrait pas techniquement le faire. Donc ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'on ne peut rien faire pour eux. Comment vous vous êtes fait auteur? C'était une décision? Je crois que c'est un processus, mais en grande partie inconscient. Processus parce que je suis passé de grand lecteur à professeur, mais où c'était plus inconscient, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que je passais de professeur à auteur, et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà écrit mon premier livre. Vous avez développé les caractères, c'était une idée que vous avez conçue pour le livre, ou les caractères se sont-ils développés au cours de l'écriture? Je pars toujours d'un double principe. Il faut faire confiance à l'écriture, et le deuxième principe, il faut se méfier de l'écriture. Alors je m'en méfie, je ne laisse pas l'écriture tout faire, et donc je prépare la base de mes personnages, mais je fais confiance à l'écriture pour nourrir ensuite le personnage. Bon, je pourrais dire, le squelette c'est moi, et tout le reste c'est l'écriture. Comment voyez-vous les commémorations concernant la Première Guerre mondiale? On en a fait trop ou trop peu? Ni l'un ni l'autre, on les a fait mal. C'est-à-dire ni trop ni trop peu, mais ce qui nous a manqué, c'est une commémoration unitaire. Nous avons des commémorations bilatérales, des commémorations trilatérales. 3, 4, 5 pays peuvent se mettre ensemble pour commémorer, mais nous n'avons pas eu ce que j'attendais, une Europe unie autour d'un projet de commémoration unitaire qui aurait été, je crois, un geste culturel emblématique pour montrer qu'un siècle après cette guerre, la paix était enfin signée. L'Union européenne aurait dû organiser les commémorations. La Commission européenne a essayé de le faire, elle a dû renoncer parce qu'elle explique dans son attendu que ça réveille trop de dissensions entre les membres de l'Europe. Ce n'est pas la Commission européenne qui est responsable. Ce qui est responsable, c'est nous, Européens, n'avons pas réussi à faire une Europe culturelle qui fasse que la Commission ait pu naturellement proposer et réussir cette commémoration. En fait, la Commission n'est pas responsable. Elle ne fait que tirer les conséquences de l'incapacité que nous avons eue, nous, Européens, vous et moi. Nous sommes responsables du fait que l'Europe culturelle ne s'est pas faite, et simplement la Commission européenne ne fait qu'en tirer la triste conséquence. C'est une chance manquée? On pourrait le reprendre l'an prochain peut-être? Non, je pense que faire une Europe culturelle, c'est quelque chose de long. C'est pas quelque chose qui va durer 1 an. Nous n'avons pas réussi à le faire en 50 ans d'Europe. Et je pense qu'il va falloir encore au moins une génération
peut-être même plus, puisque la crise, elle a même tendance, la crise économique qui a saisi l'Europe au cours de ces dernières années, depuis 2008, a même tendance à replier les peuples sur eux-mêmes. On le voit bien dans mon pays avec la montée d'une extrême droite nationaliste et je dirais avec une haine de l'étranger qui montre que les peuples ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes. Donc j'ai envie de dire, on a raté un premier rendez-vous et avant de trouver le moment d'un deuxième rendez-vous, il risque de se passer beaucoup de temps et ça ne rend pas très optimiste. Mais au moins on a vu la photo sur mon blog avec M. Hollande et M. Gauck, les mains sur la première pierre du historial franco-allemand à Hartmannsweiler Kopf, avec le message de paix qui a été mis par les jeunes. Je trouvais ce moment quand même très formidable. Oui, c'est un moment formidable et moi j'applaudis à cette image. Je dis seulement que cette image bilatérale entre la France et l'Allemagne ne remplace pas l'image manquante qui est celle où tous les pays signataires de l'Europe seraient présents la main dans la main. Ce serait autre chose. Est-ce que les médias réussissent aujourd'hui de bien expliquer l'ampleur de la tragédie que les Français ont connue en 14-18, par exemple aux jeunes Allemands? Je crois que oui. J'ai trouvé, moi, qu'au cours de cette année de commémoration, les historiens et les journalistes ont fait un bon travail de mémoire, un travail vivant. Ils ont sorti des témoignages, ils ont interrogé, ils ont documenté cette commémoration. Dans l'ensemble, je trouve que la commémoration a été de bonne qualité, elle était très digne, et j'ai l'impression que tout le monde a plutôt bien fait son travail. Je n'ai pas de critique à adresser, hormis celle dont nous venons de parler sur l'absence de l'Europe unitaire, mais sinon j'ai trouvé les professionnels dignes et je les ai trouvés sérieux. Qui est-ce qui doit lire votre livre? Je pense que ceux qui doivent le lire, c'est ceux qui ont 17 ans et qui ont envie de lire un roman d'aventure, ceux de 27 ans qui vont s'intéresser à la sociologie de la guerre, ceux de 37 ans qui vont s'intéresser au fond politique, ceux de 47 ans qui aiment bien Alexandre Dumas, ceux de 57 ans qui veulent se souvenir d'une guerre qui est un petit peu loin, ceux de 67 ans, enfin j'ai l'impression que tout le monde doit pouvoir le lire. Merci bien. Merci à vous. Pierre Lemaitre, wir sehen uns dort oben, wird am 25. Oktober bei Klett-Cotta erscheinen. Merci beaucoup, Monsieur. Merci beaucoup.